je vais peut-être avoir quelques difficultés parce que mon métier est aussi de parler, donc en fin de journée, j'ai des petits blocages dans les cordes vocales. Donc moi, ce que je vous propose, c'est, j'ai repris les modalités que Monsieur de Rougeron m'a données, c'est-à-dire 3/4 d'heure d'explication préalable pour en quelque sorte poser un territoire de questionnement, puis à partir de là, dialoguer ensemble, parce que l'analyse critique, c'est d'abord un dialogue, c'est pas un monologue. Le monologue, c'est toujours la domestication et c'est toujours le pouvoir. Donc je vais partir à partir d'un certain nombre de réflexions et à partir d'un certain nombre de jalons historiques. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un texte très simple que tout le monde doit connaître, qui s'appelle La guerre des Gaules, qui est un texte écrit par Jules César. Ce texte qui est écrit par Jules César en 53 avant Jésus-Christ, il a une particularité extrêmement importante, c'est qu'à un moment donné, il nous décrit ce qu'est la communauté indo-européenne d'avant la politique. Jules César, dans la guerre des Gaules, à un moment donné, arrive sur le Rhin, et lorsqu'il arrive sur le Rhin, il nous dit, je vais trop vite peut-être, il nous dit lorsqu'il arrive sur le Rhin, je découvre un monde germanique qui n'a rien à voir avec le monde celtique. Les Germains, contrairement aux Celtes, ignorent le pouvoir, ignorent la chefferie, ignorent la propriété, ignorent les druides. Les communautés germaniques sont des communautés qui vivent en assemblée générale du vivre ensemble, et ces communautés sont totalement différentes dans leur vivre au quotidien des communautés celtiques. Ce texte de César est important parce qu'il nous renvoie à un texte de Marx et d'Engels, il nous renvoie à des travaux de Pierre Clastres, il nous renvoie à des travaux de Marshall Saline. Ces textes nous expliquent, à la fois par des fouilles archéologiques extrêmement précises, des études linguistiques extrêmement détaillées, que le monde indo-européen a eu, durant des millénaires, une période qui était totalement contradictoire à ce que certains d'entre vous ont déjà appris, c'est-à-dire la fameuse trilogie indo-européenne du Mésilienne. La trilogie indo-européenne du Mésilienne ne dit pas l'essence du monde indo-européen, elle dit sa décadence. C'est-à-dire que pendant des millénaires, les communautés indo-européennes ont vécu dans un monde communautaire où le séparé n'existait pas. Il n'y avait pas des guerriers et des paysans, il y avait des paysans guerriers. Et à un moment donné, la dislocation de cette communauté a produit l'émergence à un stade agricole particulier qui a produit des surplus agricoles. Ça a produit un divisé intérieur, et ce divisé intérieur a produit un phénomène qui est l'émergence du politique. Politique, ça vient de police, mais en indo-européen, ça se rattache à une racine encore plus antérieure, c'est pili. Pili, en indo-européen archaïque, ça signifie citadelle. Mais c'est pas une citadelle anonyme et indifférente, c'est une citadelle qui représente à la fois le pouvoir d'une police intérieure et d'une armée extérieure, ce qui n'existait pas préalablement. Donc, quand César arrive sur le Rhin, on a derrière la civilisation celtique qui est déjà depuis très longtemps passée dans la décadence civilisationnelle, c'est-à-dire on n'a plus une communauté homogène de guerriers paysans. On a une civilisation qui s'est hiérarchisée, avec une noblesse, avec une paysannerie, avec des guerriers, alors que quand il arrive sur le Rhin et qu'il passe de l'autre côté, il voit une communauté qui n'a strictement rien à voir avec la communauté celtique. Je vous engage à lire ce texte de César sur les Germains, il est très court, il fait à peine un livre de la guerre des Gaules, et on retrouve la même chose 60 ans après chez Tacite. Tacite confirme qu'effectivement les Germains ignorent la propriété privée, ignorent la chefferie, et ignore le fait politique. Vous avez un exemple à partir de là sur lequel je vais rebondir, c'est l'exemple d'Arminius. Tout le monde a entendu parler d'Arminius et de la bataille d'Arminius contre les Romains. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Arminius a vécu dans le giron de la société romaine. Et Arminius a quelque part plagié la société romaine. Il a voulu s'imposer en tant que chef aux tribus germaniques. Qu'est-ce qu'ont fait les tribus germaniques? Elles ont tué Arminius. Dans la communauté primitive, que ce soit les Germains des forêts ou que ce soit les Sioux des plaines, le chef n'a pas de pouvoir. Le chef est quelqu'un qui, par son expérience, est un bon chasseur,
qui par son expérience est quelqu'un susceptible de mener de bonnes embuscades. Il est donc quelqu'un qui momentanément est délégué pour une fonction d'attaque, pour une fonction de chasse. Mais si ça lui monte à la tête, et que ce monter à la tête s'autonomise dans un délire paranoïaque de pouvoir permanent, ben on tue le chef. Donc que font les Germains d'Arminius? Arminius a gagné la bataille contre les légions de Varus. Mais Arminius, il dit maintenant, ben, je vais jouer aux Romains, maintenant je vais être chef. Que font les Germains? Ben, ils tuent Arminius. Et maintenant, on bascule un peu plus tard, là on est à peu près en 16 après Jésus-Christ, on bascule dans les années 480, et on a l'exemple de Clovis avec le fameux vase de Soissons. Clovis, en radicale opposition avec la tradition germanique communiste du butin, s'empare d'un vase. Ce vase ne lui appartient pas. Il est le bien commun de la communauté en mouvement de combat. Et un guerrier s'avance et lui dit « Mais tu déconnes, Clovis, c'est le bien commun. » Et Clovis lui fracasse le crâne. Tout le monde connaît cela. Il y a une différence considérable entre l'époque d'Arminius et l'époque de Clovis, c'est la décomposition de la société communautaire germanique. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Arminius, le vital communautaire est encore assez fort pour empêcher la dérive de la chefferie. À l'époque de Clovis, les Francsaliens qui ont franchi le Rhin sont déjà extrêmement imprégnés du civilisationnel romain. Clovis joue au roi théodosien et ça marche. Il y a une opposition locale, mais le groupe se soumet. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant des millénaires, parce que bon, la civilisation, c'est-à-dire la société de l'avoir, la société de l'économie, la société de la politique, elle est née grosso modo avec l'écriture, aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, l'écriture qui est d'abord une écriture de comptabilisation commerciale, puis après une écriture de territorialisation politique, et puis après une écriture d'épopée littéraire. Mais l'épopée littéraire, alors on en parlera plus tard, c'est un transfert, c'est-à-dire quand les hommes ne vivent plus, ils écrivent. Quand dans le jouir communautaire des traditions indo-européennes les plus archaïques, les hommes vivaient, les hommes jouissaient dans l'être commun, n'avaient pas besoin d'écrire. L'écriture est née comme comptabilité, l'écriture est née comme politique, et puis au fur et à mesure que les gens vivaient de moins en moins, ils avaient besoin d'écrire. Alors on en viendra après à ce qu'est le monde contemporain, avec cette fièvre narcissique et pathologique de l'écriture, de la peinture, de l'art, qui fait que dans un groupe communautaire qui nous a été ravi, l'homme est dans une blessure permanente, dans une errance narcissique, ben l'homme a besoin d'écrire. Mais pendant des millénaires, les Germains n'écrivaient pas, les Sioux des plaines n'écrivaient pas, parce que l'homme jouissait. Et on posera la catégorie tout à l'heure du vrai jouir, du vrai vivre, par rapport au faux vivre et au faux plaisir. Comme dit Empédocle, qui est un des premiers philosophes, un des philosophes de la radicalité, il dit en toute chose il y a le vrai et il y a le faux. Il y a la vraie conscience et il y a la fausse conscience. Il y a le vrai plaisir et il y a le faux plaisir. Donc l'acte philosophique sur lequel on reviendra, c'est l'acte qui fait la différence entre le vrai et le faux. Et quand aujourd'hui vous entendez parler de philosophie, c'est généralement, et de manière omniprésente, omni-surreprésentée, la philosophie de l'imposture, la philosophie du pouvoir, la philosophie de la soumission. L'acte philosophique radical d'Héraclite, de Parménide, des Grecs archaïques sur lesquels on va revenir, c'est un acte de pensée anti-domesticatoire. C'est une irruption de radicalité et d'insurrection à la fois de l'esprit, du corps et du vivre. La philosophie aujourd'hui, c'est une école de soumission. C'est une école qui donne un supplément d'âme au droit, à la sociologie, à l'art, à l'économie. Il y a même des cours de philosophie maintenant dans les universités de gestion pour donner un supplément d'âme à la crétinerie quantitative de la monnaie. Donc, je veux dire que il faut bien voir, si vous voulez, qu'il y a la vraie philosophie et il y a la fausse philosophie. Donc, ce qui est important, et ça c'est un acte historique des profondeurs, c'est que pendant des millénaires, les peuples indo-européens, comme d'ailleurs d'autres peuples, la plupart des peuples de la Terre, ont vécu dans un espace qui ne s'appelait pas une société, qui s'appelait une communauté. Ce qui définit la communauté, c'est qu'elle n'est pas divisée, c'est qu'elle n'est pas scissionnée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de politique et qu'il n'y a pas d'État. La politique et l'État naissent lorsque la communauté se scissionne et qu'il faut la réunir en tant qu'elle est séparée d'elle-même.
Les Sioux n'ont pas d'État, les Germains n'ont pas d'État, les Grecs archaïques n'ont pas d'État. Pour vous, les Grecs, c'est Sparte et Athènes. Mais Sparte et Athènes, c'est le moment où la communauté indo-européenne, dorienne, achéenne s'est scissionnée, et c'est le moment où effectivement se crée un État, une politique, une police. Mais pendant des millénaires, les Grecs, peuple des steppes de la grande communauté indo-européenne, ont ignoré l'État, ont ignoré la politique, ont ignoré l'armée, la chefferie, la religion. C'est pareil. Vous allez à Lascaux, ce ne sont pas des artistes qui ont fait Lascaux. Il n'y a pas d'art et il n'y a pas d'artiste dans la communauté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de séparation. Le chasseur chasse, il revient dans la grotte et il peint. Tout le monde chasse et tout le monde peint. Ce qui fait que la communauté se divise et se scissionne pour devenir une société, c'est-à-dire un espace d'aliénation, c'est qu'il y a un clivage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le groupe où tout le monde chassait, pêchait, chantait, peignait, se structure dans des clivages de cristallisation, de fétichisation et d'enfermement, où il va y avoir le chasseur, le pêcheur, le forgeron, l'artiste. Ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est-à-dire que l'expert, le spécialiste, c'est quelque chose de positif, d'un point de vue philosophique, c'est ce que montre Héraclite, ce que montre Parménide, c'est l'inverse. L'expert ne connaît rien. L'expert ne sait rien. On vous fait venir un géopolitique, on vous fait venir un démographe. Ce sont des hommes de l'espace du séparé. Parménide nous dit, le vrai, c'est le tout. Le vrai, c'est le tout. Et la philosophie est née au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Parménide, avec Héraclite, dans un temps historique où la communauté était en train de se dissoudre et où la société allait se substituer à la communauté. Et les philosophes du premier jet de pensée radicale, c'est-à-dire Héraclite, Empédocle, Parménide, et en particulier Parménide, nous disent « le tout c'est le vrai ». La philosophie est née comme un cri de funérailles par rapport à la mort de la communauté. Les philosophes voyaient mourir la communauté et ils voyaient naître la civilisation. La civilisation qui est dressage, qui ouisse la civilisation, dans l'esprit du dressage social contemporain, c'est un plus. On vous dira, la civilisation, c'est important. Oui, la civilisation, c'est le dressage, et on y reviendra avec Orwell et avec Marx. C'est-à-dire que les communautés qui, pendant des millénaires, ont vécu dans le véritable être ensemble, étaient anti-civilisationnelles. Elles étaient anti-politiques. Pierre Clastre et Marshall Saline ont eu la chance de découvrir les dernières communautés de l'âge de pierre. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui elles ont disparu, mais comment vivaient les Germains au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors bien évidemment, on sait beaucoup de choses par les fouilles. Quand on dit que la propriété communiste était la règle, c'est tout simplement parce que quand on fait une fouille aujourd'hui, ou quand on fait un parcours d'aviation au sud d'un territoire, on voit la manière dont les territoires sont divisés, subdivisés. Ce que nous disent Tacite et ce que nous disent César sur les Germains ignoraient la propriété privée, on le voit d'avions ou d'hélicoptères quand on fait un travail en coupe des endroits où ils vivaient, puisqu'on le voit qu'il n'y a que des territoires communs. Par contre, lorsque l'on fait un travail sur des coupes qui sont des coupes postérieures, on voit, après l'époque de Tacite, qu'on commence à diviser les lots communs. Donc si vous voulez, tout est écrit dans la terre, tout est écrit dans les textes, et tout est écrit dans l'histoire des langues. Donc entre la linguistique, la fouille archéologique, et tout un certain nombre de travaux qui nous ont été transmis, on sait pertinemment comment les choses se faisaient à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est d'effectuer un travail complémentaire à partir des dernières survivances vivantes de cet âge. Et Marshall Saline et Pierre Clastre, aussi bien avec des Indiens d'Amazonie qu'avec les aborigènes d'Australie, ils ont vu les dernières sociétés, les dernières communautés de l'âge de pierre. Et ces dernières communautés de l'âge de pierre, elles sont extrêmement importantes. C'est pour ça que Marshall Saline a écrit un bouquin qui s'appelle « Communauté primitive, communauté de l'abondance ». Contrairement encore à la vulgate dominante du non-savoir universitaire régnant, ces communautés-là ne sont pas des communautés de la rareté, c'est des communautés de l'abondance. Aujourd'hui, vous avez toutes les 4 secondes, il y a un individu qui meurt de faim dans la société de l'abondance totalitaire marchande. Chez les aborigènes, chez les Sioux, chez les Germains, personne ne mourait de faim.
Ça n'existait pas le SDF. Il y a une communauté qui vit de manière unitaire, et cette communauté, elle n'a pas de clivage, et il n'y a pas de rareté, et il n'y a pas de pauvreté. Et Marshall Saline a fait un travail énorme sur les dernières sociétés primitives. On a grosso modo un temps de production quotidien entre 1 heure et 2 heures. Le travail n'existe pas dans la communauté primitive. Le travail, ça n'est pas produire. La production devient travail quand la production est aliénée. La communauté germanique produit. La communauté sioux des plaines produit. Mais elle ignore le travail. On ne travaille pas parce que ce que l'on produit, c'est pour le bien de l'être communautaire en fonction des véritables besoins humains. On ne produit pas pour l'échange, pour vendre et pour faire circuler. Le travail naît d'ailleurs dans toutes les langues indo-européennes. Le mot travail, comme en français, renvoie à tripalium, il renvoie à souffrance, il renvoie à désarroi, il renvoie à peine, il renvoie à imposition, il renvoie à servitude. Les Indiens des plaines, comme les Germains des forêts, ignoraient le travail, ils produisaient. Donc, si vous voulez, toute cette compréhension, elle est extrêmement importante, parce que justement, la philosophie radicale, c'est-à-dire la philosophie d'Héraclite, de Parménide et d'Empédocle, c'est une philosophie qui préserve le tout de l'être. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas des savoirs aliénatoires de la séparation. Aujourd'hui, on vit la séparation dans l'infini impérialisme du faux savoir. Vous avez le sociologue, vous avez le démographe, vous avez le géopoliticien, vous avez le spécialiste des Arincas. Or, tous ces savoirs-là sont des savoirs faux, parce qu'ils ont perdu le lien du tout historique. Comprendre, dit Hegel, parce que si vous voulez, à partir de cette philosophie archaïque, une gigantesque décadence va naître à partir de la civilisation. Parménide, Empédocle, produisent un savoir du tout, un vrai savoir de compréhension radicale. À partir de la cité grecque, la philosophie dégénère. La philosophie dégénère avec Socrate, c'est l'émergence du jargon subjectiviste. C'est l'émergence du jargon narcissique. Héraclite et Parménide posent le problème du tout de la vie. Ils posent le problème du tout de l'être. Socrate, c'est une dégénérescence, mais c'est une dégénérescence qui est liée à la ville, à la police. La division du travail entre ville et campagne, c'est le commencement de la grande aliénation, de la déperdition. Les sioux des plaines n'ont pas de ville et de campagne, les Germains n'ont pas de ville et de campagne. La séparation entre ville et campagne, elle n'est pas naturelle, elle ne correspond pas à la vie de notre être, elle est l'expression d'une déchéance culturelle et historique à un moment donné. La ville n'apparaît qu'à un moment donné, et la ville apparaît au moment où la communauté est scindée en elle-même, et qu'on va avoir des artisans, des commerçants, des paysans, des guerriers. Mais dans la communauté organique de nos traditions, puisque nous venons de là. C'est-à-dire que ça fait des siècles qu'on nous a abruti le neurone pour nous faire croire que la police, l'économie, le travail, la politique avaient toujours existé. C'est là la première grande imposture que l'acte de pensée philosophique, l'acte de pensée radicale doit mettre en perspective. C'est faux, c'est un gigantesque dressage social. Nous avons vécu pendant des millénaires dans l'anti-politique et dans l'anti-économique pour produire le vivre de la communauté organique qui ignorait tout cela. Donc, à partir de Socrate, à partir de l'émergence civilisationnelle du politique, de la ville et du séparé, la philosophie dégénère dans un jargon narcissique, personnel, subjectif, égotiste. Héraclite et Parménide se posent le problème du tout. Socrate, il rencontre des gens au carrefour et il dit alors, qu'est-ce que tu penses de... imagines-tu que l'ego se substitue à la compréhension de la totalité? Et à partir du jargon socratique va émerger Platon, va émerger Aristote, qui vont produire des savoirs aliénés, du divisé, du classifié, du décomposé. Aristote et Platon vous créent une politique, une rhétorique, une esthétique. Le tout du monde est brisé. Dans sa compréhension à la fois charnelle, sensuelle et logique, puisqu'il est brisé, on décompose à l'infini. Et toute l'histoire occidentale de la philosophie à partir de Socrate est une lente décomposition qui vise à justifier le faux.
il faudra attendre Hegel et il faudra attendre Marx pour qu'il y ait un retour vers Héraclite et vers Parménide pour faire une radicale critique de l'imposture politique et économique. Et là, j'en viens à Marx, parce que Marx, contrairement à la Vulgate, Marx aujourd'hui c'est comme l'Inquisition. Le système vous parle de l'Inquisition, il vous dit c'est horrible, il y avait des morts partout. Si vous allez vérifier dans les archives telles qu'elles sont mises aujourd'hui en marche par Benassar, l'Inquisition a tué en 2 siècles à peu près 34 personnes ennemies. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut défendre l'Inquisition, mais si vous voulez, il y a une imposture historiographique universelle, et je dis toujours, Marx c'est comme l'Inquisition. J'ai rencontré des millions de gens qui disaient j'ai lu Marx, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un en train de le lire. Marx n'est jamais connu, n'est jamais lu. Donc, quelle est la place de Marx dans ce parcours-là? Marx est aux antipodes de ce que l'on en dit. Marx est le penseur de la tradition primordiale de la communauté radicale contre la société de l'avoir. Marx, c'est l'anti-Lénine. Marx, c'est quelqu'un qui, au moment où il meurt, dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste ». Marx a pour objectif la destruction de la politique, Marx a pour objectif la destruction de l'économie et le retour à la communauté de l'être. En quoi la révolution est révolution ? Elle est révolution au sens où la seule révolution possible, c'est le retour à la communauté de l'être. Les sociétés de l'avoir sont des sociétés, dès lors qu'il y a économie et politique, qui sont des sociétés du clivage, de l'oppression, de l'aliénation, puisque ces sociétés, par essence même, nous font produire, non pas pour les besoins de l'être, mais pour les besoins solvables de l'échange. Et là, effectivement, on est confronté à une gigantesque imposture qui persiste. Il y a un énorme clivage dans la première internationale entre Marx, Proudhon et les autres, parce que Marx dit l'argent n'est pas maîtrisable. Et alors là, bon, je connais un certain nombre de parcours par lequel vous avez pu passer. La grande utopie, la grande mythologie qu'on retrouve dans la pensée conservatrice de droite et qu'on retrouve dans le fascisme et qu'on retrouve même dans le national-socialisme, c'est cette idée, c'est cette erreur que l'argent est maîtrisable. On ne possède pas l'argent, c'est l'argent qui nous possède. Et ce que montre Marx, c'est que le politique a définitivement été digéré par la marchandise et que croire qu'il est possible de restaurer une politique qui maîtriserait l'économie, c'est une imposture et c'est une erreur. La marchandise, Marx met en marche une critique radicale de la modernité. Marx n'écrit pas pour le XIXe siècle. Si vous avez l'occasion un jour de lire un certain nombre de textes de Marx, il fait la critique radicale du cosmopolitisme de l'économie monde, de la dictature mondialiste du XXIe siècle. Marx prévoit à la minute même et au millimètre près l'horreur du totalitarisme démocratique de la marchandise contemporain. Donc, il n'y aura pas de politique qui puisse contrôler l'argent. Il n'y aura pas de politique qui puisse maîtriser la valeur, qui puisse maîtriser le despotisme de la finance. Le seul combat humain pour retrouver la communauté de l'être, c'est la destruction de l'économie, la destruction du travail pour retrouver la communauté du produire humain. Alors, il faut rentrer dans cette compréhension historique parce que c'est cette compréhension historique qui nous permet aujourd'hui de poser les grandes alternatives. Je vais prendre un exemple très simple. Les penseurs de la tradition, en 14, du côté allemand comme du côté français, attachés aux formes aliénatoires et illusoires de la tradition, étaient patriotes. C'est-à-dire que la famille de la tradition française a appelé à la grande boucherie à Berlin, et la famille de la tradition allemande a appelé à la grande boucherie à Paris. Junger, 30 ans après, trop tard, sans même comprendre la logique des profondeurs, s'est rendu compte que c'était une guerre civile européenne et que l'on avait effectivement détruit la matrice, la jeunesse et la substance du continent européen. Mais vous aviez des groupes radicaux dans les années 1912, 1913, 1914 qui étaient anti-bolcheviques avant même que Lénine ait pris le pouvoir. Parce que être bolchevique quand Lénine a pris le pouvoir, c'est facile. Mais vous aviez des groupes radicaux
qui, à partir de l'analyse de Marx, faisaient une critique radicale du bolchevisme et qui ont critiqué en amont le capitalisme d'État bolchevique. Le capitalisme d'État bolchevique mis en marche avec la bénédiction de la haute finance et de la haute banque américaine, ces tout petits groupes radicaux des années 1910 l'ont radicalement mis en perspective et d'une manière radicale avant tout le monde. Donc il y a toute une tradition qui défend la communauté de l'être, qui est une vision radicale, qui refuse le bolchevisme en montrant que le bolchevisme n'est qu'une forme de capitalisme. Et on en arrive bien évidemment là à Orwell, parce que Orwell, qui est Orwell? Orwell est un barricadier de Barcelone en 1937. Orwell n'est pas un journaliste intellectuel. Il emmerde les intellectuels, parce que qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, contrairement à ce que le système de la marchandise publicitaire vous dit aujourd'hui, c'est une pensée morte, c'est un homme du clivage et de la division. Il faut que nous soyons des intelligences en éveil, mais pas des intellectuels. Il faut que nous soyons éventuellement des écrivains, mais jamais des écrivains. Aujourd'hui, dans la grande dépossession sociale, vous avez des gens qui vous tartinent des 1000 pages, des 2000 pages, des 3000 pages, et qui n'ont aucun intérêt. Hegel, Marx et ultérieurement Heidegger, en reprenant Héraclite ou Parménide, ont tout dit. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été prévu d'une manière radicale, totale et précise par Hegel et par Marx, non pas parce que Hegel et Marx étaient des génies dans leur matrice individuelle personnelle, mais parce qu'ils reflétaient le mouvement réel de l'histoire. Quand la révolution capitaliste de 1789 a mis en l'air les derniers vestiges de la tradition, Hegel a compris en accéléré toute l'histoire du monde, non pas parce que là il était particulièrement génial, s'il n'y avait pas eu Hegel, il y en aurait eu un autre, mais la théorie philosophique, elle est l'expression du mouvement réel. Marx dit toujours, on n'invente rien, il n'y a pas de découvreur, on est simplement la traduction d'un mouvement réel. Et la critique radicale d'Orwell, avec 1984, elle a lieu à Barcelone, en 1937, avec les ouvriers du mouvement insurrectionnel le plus radical. C'est pas les conservateurs carlistes ou les phalangistes qui fusillent les ouvriers à Barcelone en 1937. C'est la démocratie républicaine, ce sont les radicaux, ce sont les socialistes, ce sont les staliniens. Orwell ne critique pas ce qui va devenir le bloc de l'Est, il critique la démocratie comme imposture supérieure. Et il ne la critique pas d'un point de vue intellectualisant, il est dans les milices ouvrières, en 1937, comme Simone Veil. Et ils sont dans cette tradition qui fait que, à partir de Marx et à partir d'un certain nombre de groupes radicaux, c'est constitué, je pense que vous avez tous entendu parler de la commune de Kronstadt, quand Trotsky massacre tous les matelots et tous les marins de Kronstadt. Donc il y a toute une tradition communiste radicale, mais au sens indo-européen de ce qu'est la communauté germanique des forêts. C'est-à-dire que être communiste, c'est pas défendre un système de construction politique, d'étatisation bureaucratique. Ça, c'est ce que la droite et les bolcheviks, ensemble, se sont mis d'accord pour entériner. Pendant 60 ans, les journalistes de droite et les journalistes de gauche vous disaient il y a du socialisme en Russie, les uns pour dire c'est pourri, les autres pour dire c'est bien. Mais il n'y a jamais eu de socialisme en Russie. Il n'y a jamais eu de communisme en Russie. C'était le capitalisme d'État le plus torride et le plus esclavagiste qui soit. Et les marins de Kronstadt, massacrés en 1921 par Trotsky, sont massacrés parce qu'ils disent « Nous voulons le communisme à bas le parti bolchevique qui est un parti capitaliste ». Et en 1937 à Barcelone, les ouvriers barricadiers disent « À bas la République ». L'antifascisme est le pire produit du fascisme. L'antifascisme est le pire produit du fascisme. Le capitalisme, la démocratie se servent de l'épouvantail fasciste pour enfermer les ouvriers dans les barbelés de l'antifascisme et pour les fusiller. Donc n'oubliez jamais qu'à Barcelone en 1937, c'est la démocratie qui fusille les ouvriers grévistes. Donc on ne peut pas comprendre Orwell si on ne fait pas cette référence à Barcelone 37 et à Marx. Orwell, quand il écrit 1984, il ne critique pas les pays de l'Est.
Guy Debord, ultérieurement, rappellera que le totalitarisme des pays de l'Est, aussi abject qu'il soit, est un degré beaucoup moins concentré que la dictature démocratique des pays occidentaux. Les gens qui vivaient dans les pays de l'Est sous dictature stalinienne, bien évidemment que c'était abominable, mais quelque part ils le savaient. Sortez dans la rue et baladez-vous et parlez avec les Pékins les plus anonymes que vous allez rencontrer. Ils sont dans la dictature la plus absolue, la plus pernicieuse, puisqu'elle vient coloniser l'intime. Mais ils sont en démocratie. Et ils sont dans leur percevoir aux antipodes de ce qu'est le système. Et Héraclite, Parménide, Marx, Orwell, Debord, la critique radicale du situationnisme, elle aboutit aujourd'hui à comprendre ce qu'est la tyrannie absolue de la marchandise. La marchandise a tout détruit, elle a tout balayé. Et aujourd'hui, elle offre le spectacle omniprésent de son monologue infini sur la justification marchande. On est dans ce que Orwell appelait 1984 et dans ce que Marx appelait la dictature absolue du fétichisme de la marchandise. Mais comprendre ça, c'est comprendre comment ça s'est constitué, et ça s'est constitué par une éradication progressive de notre tradition communiste. Allez dans n'importe quel village de France, vous avez ce qu'on appelle les communaux. Vous avez tous connu un village où il y a un truc, on dit tiens, là-bas il y a les communaux. Qu'est-ce que c'est que les communaux ? Quand les Francaliens sont arrivés en France, comme d'ailleurs les Burgondes, les Alamans, etc., sur la décadence de l'Empire romain, ils ont imposé les vestiges de la communauté communiste des Germains archaïques. C'est-à-dire que dans toutes les campagnes, il y a eu pendant des siècles une vie communautaire qui ignorait la propriété privée. Et la chouannerie, la guerre vendéenne, avec l'extermination par la République de l'insurrection paysanne, ce n'est que la consécration industrielle de ce qui s'est passé pendant tous les siècles précédents. Sous Louis XIV, sous Louis XIII, sous Henri IV, on a des centaines de jacqueries paysannes, en Périgord, en Bretagne, en Savoie. C'est-à-dire que entre la décadence première de la communauté et la modernité de 1789, on a pendant des siècles renié le bien communautaire archaïque paysan. Et il y a sans arrêt eu des insurrections paysannes, sans arrêt. Vous avez entendu parler des croquants, des nu-pieds, des maillotins. Bon, je veux dire, il y a eu une multitude d'insurrections, parce qu'il fallait, contrairement à ce qu'imaginent les libéraux, un jour, les paysans n'ont pas quitté la campagne en disant « Tiens, c'est chouette, on va aller à l'usine ». Les gens ont quitté la campagne parce qu'on les a dépossédés de leurs biens. Marx, dans le Capital, écrit un chapitre qui est fantastique, qui s'appelle « L'accumulation primitive ». Il explique comment, sous Henri VIII, par le phénomène des enclosures, on confisque toutes les terres paysannes pour imposer la culture du mouton. Donc on expulse les paysans, mais c'est une déportation de millions de paysans. Les paysans sont enfermés dans des camps de concentration qui s'appellent les workshouse. On les oblige à quitter leur campagne. Les nobles et les bourgeois qui confisquent ces terres les entourent d'enclosures. C'est de là que vient le terme enclosure. On met des moutons et les paysans sont chassés. En France, vous aviez les communaux, avec droit de package, avec droit de fouillage, avec droit forestier. Le paysan le plus pauvre pouvait, avec une vache et un mouton sur les communaux, subsister. À partir de la Révolution française, qui va accélérer le mouvement mis en marche sous l'Ancien Régime, on confisque les communaux. Ce qui veut dire que le paysan le plus pauvre qui pouvait subsister est obligé de partir à l'usine. Mais il y a toute une tradition communiste des campagnes. Et cette tradition communiste des campagnes, on la retrouve effectivement avec la tradition communiste des villes et la Commune de Paris. Je dis toujours, la Commune de Paris, c'est une chouannerie industrielle, et les Vendéens étaient des les Vendéens étaient des communards de la ruralité. Mais c'est vrai, il y a un travail extrêmement important qui a été fait par Paul Bois sur les paysans de l'Ouest. Il vous montre que la chouannerie et l'insurrection vendéenne n'ont rien à voir avec les problèmes de légitimité ou de conscience politique. Je veux dire qu'effectivement, ils ont été chercher
Comme les Germains des Forêts avaient été chercher Arminius, ils ont été chercher Delbé, ils ont été chercher La Roche-Jacquelin, parce qu'ils avaient besoin d'un contremaître militaire. Mais c'est une insurrection paysanne des campagnes, communaliste, pour effectivement empêcher les empiètements urbains de la révolution capitaliste qui veut s'emparer des terres. Et la chouannerie, comme l'insurrection vendéenne, c'est effectivement la longue poursuite des insurrections communistes de la campagne. Et la Commune de Paris, c'est effectivement cette longue prolongation. Et on en arrive aujourd'hui à un problème essentiel, qui est celui de l'immigration. L'immigration et le mondialisme. Il y a quelque chose de décisif que toutes les personnes qui s'opposent à l'immigration n'ont pas compris. C'est pour quelle raison le capitalisme mondial a généralisé l'immigration. En 1968, vous avez une grève radicale. Alors, 68, il y a le carnaval estudiantin de recomposition marchande qui veut libérer les désirs pour marchandiser l'homme. Ça, on n'en a rien à foutre, mais c'est là-dessus que les médias sont polarisés et ne voient que 68. Mais ça, 68, c'est pas ça. 68, c'est une grève générale où vous avez 8 millions d'ouvriers qui s'arrêtent de travailler, et quand la CGT, le PC et les trotskistes viennent leur dire de reprendre le boulot, Ségui se fait huer, les trotskistes se font foutre dehors, et la classe ouvrière emmerde la gauche, parce que la gauche, c'est le chien de garde du capital. Le capital a compris qu'il y a un terreau, alors il ne l'a pas compris d'une manière intelligente, mais il l'a compris d'une manière instinctive. Le capital a compris qu'il y a une tradition indo-européenne radicale qui, des campagnes à la ville, a produit quelque chose de spécifique qui s'appelle la conscience du temps transformable. Hegel et Marx disent il y a des peuples historiques et il y a des peuples non historiques. Les peuples indo-européens ont une spécificité radicale, c'est qu'ils ont produit à travers le cosmos païen et le cosmos chrétien, ils ont produit une conscience du temps transformable. Les peuples d'Asie, les peuples d'Afrique sont les peuples du temps immobile. Il y a parfois des jacqueries, il y a parfois des insurrections, mais elles ne remettent pas en cause la logique même du pouvoir. Elles veulent simplement le réaménager. Le temps européen, à partir justement, et pensez aux croisades, parce qu'on vous parle toujours de la croisade des barons, mais il y a des croisades paysannes insurrectionnelles avant la croisade des barons. L'Europe est un temps d'ébullition permanent, de l'Antiquité jusqu'à la Commune de Paris, jusqu'aux événements de mai 68, parce qu'il y a une conscience rebelle qui traverse la matrice et la fibre du continent européen. Le paysan européen, l'ouvrier européen, ne s'est jamais acclimaté à la logique et à la domestication du pouvoir de l'économie et du pouvoir de la politique. Grève, insurrection n'ont pas cessé de rythmer le temps de notre histoire. L'immigration, c'est bien évidemment la nécessité pour le capital, dit Marx, de faire travailler des gens qui coûtent moins cher. Mais c'est d'abord et avant tout la nécessité d'éliminer la conscience radicale du temps transformable. Quand en mai 68, les ouvriers, par millions, disent à Ségui « tu nous emmerdes, on veut un autre monde », et que dans les banlieues, on brûle des bagnoles parce qu'on veut de la maille, vous avez, si vous creusez un tout petit peu, le concept philosophique radical du communisme européen. Il faut faire disparaître la population indo-européenne de la conscience radicale du temps révolutionnaire et lui substituer des populations mercantilisées qui, venant d'un continent du temps immobile, vont bien évidemment se mouler avec facilité dans la dictature du fétichisme marchand. Le capital n'a pas peur des blancs. Il s'en fout. Le blanc débile qui fait des études de gestion, qui veut boursicoter et qui veut réussir, qui veut avoir 2 bagnoles, qui veut aller au cinéma, ça lui fait pas peur. Le mec qui va à Saint-Nicolas du Chardonneret, ça lui fait pas peur. Le souverainiste qui voudrait une entité européenne un peu plus indépendante, ça lui fait pas peur. Le capital international n'a qu'une peur, c'est celle de la conscience ouvrière rebelle qui peut casser le temps de l'immobilité marchande. Le capital n'a qu'un adversaire, c'est le prolétaire en mouvement communiste. Et c'est pour ça que le grand combat actuel de transformation des populations se fait sur ce clivage-là. Vous en voyez des grèves radicales ?
vous voyez aujourd'hui des ouvriers rebelles qui... Bon, moi j'ai souvenance, quand on avait 25-30 ans, de la grève des métallurgistes et des sidérurgistes. Est-ce que parmi vous, certains se rappellent de l'élimination de la sidérurgie en 79-78 ? J'étais pas né. Il y avait eu... J'y étais, vous aviez de Sassilor, de toutes les entreprises du Nord, vous aviez des milliers d'ouvriers lorrains dans les rues de Paris avec des barres de fer qui pétaient toutes les vitrines du 8e arrondissement et de la place de l'Opéra. Ils n'ont pas volé un seul truc dans la vitrine. Ils gueulaient à bas la marchandise, ce monde c'est un monde de merde. Maintenant, quand vous avez une émeute d'abrutis, elle dit pas à bas la marchandise, elle dit vive la marchandise. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est l'essence de la pensée philosophique radicale qui, de Héraclite à Marx et à Orwell, en passant par Debord, nous amène à comprendre les enjeux du temps présent. Alors, les enjeux du temps présent, ils sont très très clairs. Maintenant, sur le terrain de l'économie, il y a le capital est en crise permanente. Alors, je vais essayer de faire simple, parce que le capital vit de l'exploitation ouvrière. C'est-à-dire que la machine ne produit pas de valeur. C'est le travail ouvrier qui produit de la valeur, et c'est parce que le travail ouvrier n'est pas payé à sa valeur qu'il y a des incréments de valeur qui permettent effectivement de créer la plus-value. Et la machine ne produit que la valeur que le travail humain exploité lui a concédée. Le capital, dans un cheminement concurrentiel commercial mondial, est obligé de produire de plus en plus de marchandises parce qu'il est obligé de produire de plus en plus vite pour être concurrentiel. Parce que plus il produit vite, plus il produit à bon marché. Mais en produisant à bon marché par le biais des machines, il produit avec un taux de profit qui ne cesse de baisser. Puisque le taux de profit ne cesse de baisser, il est obligé d'augmenter sa masse. Donc le système est un gigantesque délire qui produit de plus en plus. Et c'est ce que Marx a montré, c'est ce qui permet de comprendre la crise du capital factice, c'est-à-dire la crise absolument délirante de la sphère financière, crise absolument délirante de la sphère financière qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas gérable, puisqu'elle est consubstantielle au délire et à la démesure du capital. Le capital ne produit pas pour les besoins humains, le capital produit pour une reproduction toujours plus élargie de la sphère du profit. Donc il produit, et régulièrement il y a des crises majeures. Au XIXe siècle, ces crises majeures aboutissaient à un repartage des marchés par le biais de la colonisation. Et en 1914, la boucle est bouclée. Donc le repartage des marchés par la colonisation n'est plus possible. On rentre sur la scène impérialiste et les grandes puissances vont s'affronter entre elles pour le repartage des marchés. Donc la guerre de 14-18, qui est une gigantesque boucherie, a pour objet le repartage des marchés, parce qu'il existe une antinomie radicale entre l'industrie allemande, l'industrie anglaise, l'industrie américaine, l'industrie japonaise, etc. La surproduction, à la fois humaine et matérielle, est évacuée par la guerre, puisque les destructions sont gigantesques. On redémarre, on a la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, repartage des marchés. Et on est aujourd'hui dans une situation extrêmement spécifique, c'est que le capital ne peut vivre que par la guerre, qui n'est que la continuation de ces antinomies commerciales. Sauf que il s'est passé quelque chose en 1945 de très spécifique. Le capital régnant, c'est-à-dire l'impérialisme américain, contrairement à 14, n'a pas simplement écrasé ses adversaires, il les a vassalisés culturellement. C'est-à-dire qu'en 1920, vous aviez encore des élites allemandes et des élites japonaises qui pouvaient penser la contradiction. Vous savez comme moi, le décervelage de la population allemande et le décervelage de la population japonaise par une culpabilisation absolument délirante postérieurement à la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, les gouvernements japonais, les gouvernements européens et l'Europe de Bruxelles ne sont que des conglomérats américains. Donc il ne peut pas y avoir, comme en 39-40, une guerre ouverte entre les États-Unis, l'Europe et le Japon, puisque le Japon et l'Europe sont devenus des annexes de l'impérialisme américain. Alors,
puisque ce sont devenus des annexes de l'impérialisme américain, la guerre se fait de manière larvée et souterraine, c'est-à-dire par exemple par le biais de Bruxelles. Aujourd'hui, on n'envoie plus des bombardiers stratégiques sur Hambourg pour raser une ville et tuer 200 000 personnes en une nuit. On a les directives de Bruxelles qui détruisent par pans entiers systématiquement l'industrie européenne, l'agriculture européenne. Et c'est la même chose pour le Japon. Alors, comprendre tous ces enjeux, mais surtout pour ne pas y aller. Alors c'est là où je vais vous décevoir, parce que vous êtes encore, parce que c'est la dominante de la dictature de la marchandise, vous êtes encore dans l'espérance d'un renversement politique. C'est-à-dire que un autre gouvernement, une autre vision, une nouvelle politique économique, une autre politique politique. Or, et l'histoire vous le prouve, il n'y a pas de politique qui ne soit pas domesticatoire, il n'y a pas d'économie qui ne soit pas aliénatoire. Donc aujourd'hui, on a la puanteur marchande mondiale et on a tous les courants politiques qui veulent l'améliorer, la repeindre, la régenter, la réorganiser. Et il y a quelques tout petits groupes radicaux qui maintiennent justement cette tradition communiste radicale et qui disent ni droite ni gauche, à bas la politique, à bas l'économie, il faut retrouver la communauté de l'être, il faut détruire l'argent, il faut détruire l'État, il faut détruire l'économie et recréer justement les conditions d'un retour à la communauté de l'être. Alors, ça paraît très utopique, sauf que ce qui est utopique, c'est de croire, quand on regarde l'histoire et que l'on en tire les enseignements, qu'une politique pourrait changer les choses. Marx dit, tant que l'argent n'est pas devenu la communauté des hommes, il faut, pour que le séparé fonctionne, un agencement politique ou religieux. Lorsque la communauté de l'argent est devenue la communauté matérielle des hommes, il n'y a plus besoin de politique, il n'y a plus besoin de religion, la marchandise s'est faite religion, et la marchandise s'est faite politique. Donc aujourd'hui, la marchandise est l'horizon absolu de toute pratique politique. Je vais prendre un exemple. À un niveau élémentaire, on voit la grande décomposition culturelle du continent européen. Et il y a des tas de gens qui, tripalement, instinctivement, disent quand même Poutine, c'est autre chose que Bush et Obama. Il se passe des choses en Russie. On pourrait envisager un grand continent européen, etc. Ça, c'est de l'affect émotionnel. La Russie est moins bousillée que l'Amérique parce qu'elle a un temps de retard dans la grande désagrégation marchande. Dans 20 ans, elle y sera. L'acte premier philosophique radical, nous dit Héraclite, c'est de ne pas sombrer dans le narcissisme de l'impatience et de l'immédiateté. Là, on veut tous faire quelque chose. On veut tous participer à l'histoire. On voit des bouillonnements, on voit des mouvements, on voit des fractures, et on ne peut pas rester sans rien faire, il faut bien faire quelque chose. Sauf que faire quelque chose dans la thématique du politique et dans la thématique de l'économique, c'est participer à la reconduction et au réagencement de l'aliénation. Aujourd'hui, faire œuvre radicale pour le retour à la communauté, c'est dire radicalement à bas la politique. Alors je vois des gens, ils me disent « Chavez, c'est quand même mieux qu'Obama ». Mais Chavez, c'est un bureaucrate local, comme Poutine est un bureaucrate, techno-bureaucrate national, il défend ses intérêts de classe pour exploiter lui-même sa classe ouvrière. Chavez veut pas que la classe ouvrière d'Amérique du Sud soit exploitée par le grand méchant Satan américain, parce qu'il y a une bureaucratie militaro-fonctionnariste qui veut, avec Chavez, exploiter elle-même sa propre classe ouvrière. La technocratie poutinienne, même si effectivement elle a des relents culturels pour mobiliser les masses, c'est une duperie, c'est une mystification. Tout État est imposture, tout État est pourriture, et ça c'est Simone Veil. Je parle de la vraie, je parle pas de la fausse, parce que je suis obligé de préciser, il y a des gens qui croient que l'analphabète a écrit. Non, il y a deux Simone Veil. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, il faut participer à la grande refondation culturelle, critique et radicale du vrai et de l'essentiel. Hegel dit la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences.
On a les apparences du politique, on a les apparences de l'économique, il y a les États, il y a les conflits géopolitiques. Tout ça n'a aucun intérêt parce que la marchandise va gagner. Le Sud a été écrasé par le Nord. Les empires centraux ont été écrasés par Wall Street. Le fascisme a été écrasé par l'Alliance nord-atlantique. Il y a une dialectique de nécessité historique qui fait que la marchandise va tout dévorer. Elle va tout éliminer. Elle détruira tout. Le vrai combat, c'est pas le combat d'arrière-garde qui s'accroche au dernier vestige de ce qui a existé, qui n'existera plus. Le capital, dit Marx, a créé les nations pour tuer les pays et pour tuer les régions. L'impérialisme de la démocratie plutocratique détruira les nations. Nos enfants ne verront plus les nations, elles n'existeront plus les nations, parce que le capital est plus fort que les vestiges identitaires articulés, même avec la plus grande énergie qui soit. Si on veut se battre contre la dialectique de la marchandise et contre l'imposture, faut pas rester derrière, faut courir devant. Et courir devant, c'est se battre sur le seul terrain antinomique au système, c'est-à-dire la dialectique de l'être et de l'avoir. La dialectique de l'être, c'est ce qu'il y a en moi, c'est ce souffle de vie. En vieil indo-européen, il y a un mot, c'est bou, c'est fou. Ça a donné, pour ceux qui ont fait du grec, fouo. On le retrouve dans fui en latin, on le retrouve dans je suis en français. L'être, si je traduis l'expression sanskrit, c'est le séjournement du croître dans la terre. Le séjournement du croître dans la terre en tant que épanouir du vibrer. Le mot être veut dire croissance, il veut dire séjournement dans le véritable jouir. Le véritable jouir, c'est le jouir de l'être, qui est radicalement antinomique au faux plaisir de la marchandise, au faux plaisir de la politique, au faux plaisir de l'économie. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul combat. Il n'y a qu'un seul combat, c'est celui de l'être contre l'avoir. Et là, je bascule dans autre chose, c'est-à-dire mon activité de philosophe praticien, c'est-à-dire que contre toutes les impostures psychologisantes, psychiatrisantes, psychanalysantes, qui veulent restructurer le malaise des gens en leur disant « écoutez, vous allez pas bien, on va vous faire aimer une nouvelle image de vous », j'aide les gens qui viennent me voir à restructurer le retrouver à l'être. Parce que chacun d'entre nous souffre à des blessures. Aujourd'hui, vous avez une population qui est médicamentée comme on ne l'a jamais vu. Quand Pierre Clastre découvre les Indiens Guayakis, il découvre chez les Indiens Guayakis qu'il n'y a pas de suicide. Il n'y a pas de suicide. Ils rient tout le temps. Et ils rient pas tout le temps parce qu'ils sont demeurés mentaux. Ils rient parce qu'il y a un vibré de la communauté. On jouit de chasser ensemble, on jouit de pêcher ensemble, on n'a pas de propriété. On est simplement dans la relation d'authenticité à l'autre. Et ça, c'est ce que nous montre Parménide, ça nous a été brisé il y a plusieurs millénaires. Mais chacune de nos émotions, chacune de nos mémoires, nous avons une mémoire biologique de la blessure politique. Ça fait des siècles que nos ancêtres ont été brisés dans leur communauté. Mais quand on les a fait basculer dans la civilisation, dans la soumission politique, dans la soumission à l'économique, ils ont enregistré cette blessure. Et ça fait des siècles que les relations entre les parents et les enfants, entre les maris et les femmes, entre tous les êtres qui se rencontrent, sont faussées par le spectacle de l'échange narcissique. Dans la communauté de l'être, les gens... Il y a un truc qui est très intéressant chez les Guayakis. Un Guayaki est incapable, et on trouve la même chose dans les vieux parlers germaniques. Il est incapable de dire « je vais courir avec toi pour voir lequel de nous deux va arriver le premier ». Linguistiquement, c'est pas possible. Alors pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'il y a un tel être ensemble que le besoin pathologique du différencié, il n'existe pas. Les gens vivent une communauté d'être ensemble, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de pathologie. Alors ça ne veut pas dire que c'est le paradis. De temps en temps, dans le groupe, il y a une friction, il y a même un conflit, il peut même y avoir un meurtre. Mais dans la communauté, le clivage ne produit jamais une telle intensité qu'une structure séparée de la communauté va venir la coiffer. Donc, si on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas la vie. Alors moi, je vois des gens qui sont écrasés par le travail. Les relations entre les êtres,
elles n'existent plus. Les gens vivent dans un faux semblant narcissique et spectaculaire. Je veux dire que quand je rencontre quelqu'un, ce qui compte, c'est pas la rencontre, c'est comment je vais passer. Comment dans le spectacle des économies narcissiques, des pathologies, on va fonctionner pour se valoriser. C'est-à-dire que l'aliénation marchande, c'est une aliénation marchande économique au niveau du macrosystème global, mais c'est une aliénation de l'économie du désir au niveau de chaque individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans une souffrance infinie. Alors les gens voyagent, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils font de la peinture, ils écrivent des textes, ils font de la poésie, ils jouent à la pétanque. Mais c'est ce que Héraclite appelle l'activité du déplacé. Les gens vont mal, mais on vit dans une telle puanteur sociale qu'il n'y a rien à faire. Donc les gens déplacent. Mais ce qu'on déplace revient toujours à l'infini en ricochet. Donc, la compréhension Parménide, Marx, Orwell, c'est pas simplement une compréhension du macrosystème mondial de toute l'histoire universelle, c'est aussi une compréhension de chacune de nos petites existences qui, dans toutes ces blessures, est le reflet de la grande aliénation du monde. Donc, aujourd'hui, poser la question du vivre, poser la question de l'authenticité de la relation à l'autre. Quand je dis à l'autre, je t'aime. Quand je me dis à moi-même, je veux vivre. Toutes ces questions-là sont essentielles. Je fais parfois des ateliers, je dis aux gens, qu'est-ce qu'avoir ? Ben là, ça vient. Ils arrivent et ils me disent, c'est posséder, c'est détenir, c'est acquérir. Et après, quand je dis, qu'est-ce qu'être ? Il y a un gigantesque silence, parce que la force de l'aliénation marchande est telle que l'avoir a totalement éradiqué jusqu'au percevoir de l'être. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à dire... Mettez-vous dans un café un midi et écoutez les gens parler. Ils parlent que du boulot. Quand ils ont terminé de parler du boulot, ils parlent des prochaines vacances. Je fais aussi des ateliers et je dis aux gens, on va parler de la vie, ne me parlez pas du travail. Ne me parlez pas des voyages, ne me parlez pas du cinéma, ne me parlez pas de la musique. On est arrivé au point où la colonisation aliénatoire de la marchandise a tellement rempli l'individu que quand on demande à l'individu ce qu'il est, il récite les faits sociaux de son aliénation. Alors, les communautés primitives étaient des communautés d'êtres. La tradition communiste primordiale était une communauté d'êtres. La tradition falsifiée, c'est-à-dire le pouvoir, la religion, les guerriers, la noblesse, cette tradition falsifiée avait déjà beaucoup abîmé, mais l'apothéose marchande, elle a tout liquidé. Et c'est ce que dit Marx en particulier dans le manifeste. Il dit, dans les aliénations passées des sociétés d'oppression, la digestion de l'être n'était pas totale. Dans la société d'Ancien Régime, quand les croquants se révoltent contre les résidus de féodalité, ils se révoltent parce que la société est aliénatoire. Mais il y a encore des lieux de passage, des lieux de pensée, des lieux de retrouver. Aujourd'hui, on a atteint le point d'asthénie universelle, et c'est ce que dit Orwell, et c'est ce que dit Marx, où il n'y a même plus besoin de matraquer dictatorialement la conscience des gens. On a atteint le point où l'idée même de la révolte a disparu. La démocratie est la dictature parfaite, elle n'a même plus à s'imposer, elle est immanente à la servitude quotidienne de l'être. Alors on pourrait continuer longtemps, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on parle ensemble, donc Déjà, je pense qu'on peut déjà vous remercier. Des questions ?